Lors de la leçon précédente, j'avais terminé d'examiner à travers le cas des Yucuna, des Macuna et des Mirania différentes formes de transfiguration in situ qui peuvent être opérées dans des jardins vivriers amazoniens. Ces transfigurations peuvent être des images soit de la forêt, soit du corps morcelé d'une personne, soit d'une maison conçue comme modèle réduit du cosmos et comme macro-organisme, les plantes qui composent les jardins étant elles-mêmes vues comme le produit d'une métamorphose ou comme étant sur le point de se métamorphoser dans un mouvement général de va-et-vient entre macrocosme et microcosme, entre différents types d'écosystèmes et entre différentes catégories ontologiques. Pour cette dernière leçon de l'année, je voudrais poursuivre l'enquête dans une autre région, une autre partie du monde tropical. L'autre région du monde où l'horticulture vivrière a été investie d'une forte charge symbolique, c'est bien évidemment la Mélanésie. La matière y est suffisamment ample pour mériter plusieurs leçons, et je ne ferai aujourd'hui qu'indiquer des pistes à développer lors du cours de l'année prochaine. Et je voudrais aussi surtout commencer à suggérer des contrastes entre les jardins amazoniens et les jardins mélanésiens du point de vue des types de réalités que les uns et les autres figurent. Je ne prendrai aujourd'hui que deux exemples. Le premier que je développerai de façon un peu plus systématique, car il le mérite vraiment, c'est celui du Vanuatu, et plus particulièrement de l'île de Tanna, qui a fait l'objet d'une remarquable monographie du regretté Joël Bonnemaison. Bonnemaison était un géographe, mais c'est un véritable anthropologue de l'espace, au fond, et de ses usages. Et il nous livre dans la monographie, l'imposante monographie qu'il a publiée en 1997, une magnifique analyse des jardins de l'île de Tanna. Donc cette monographie, je mentionne ici les références bibliographiques, je signale qu'elles sont maintenant accessibles sur le site web de la chaire, accès par le Collège de France. Donc vous retrouverez toutes les références bibliographiques que j'ai mentionnées au cours de cet enseignement. Je me servirai surtout du deuxième volume de cette imposante monographie de Bonnemaison, les fondements géographiques d'une identité. Le livre 2, c'est les gens des lieux, histoire et géosymboles d'une société enracinée. Alors l'enquête sur les jardins vivriers du Vanuatu de Joël Bonnemaison s'est principalement déroulée à Tanna, l'une des îles les plus méridionales de l'archipel, et pour l'essentiel dans la partie centrale de cette île, qui fait à peu près 500 km², et où néanmoins on parle 5 langues, sans compter évidemment la langue véhiculaire qui est le bislama. Donc quelques cartes, pardon. Donc le Vanuatu est là, hein, et l'île de Tanna est là, tout en bas. Donc pas très loin de la Nouvelle-Calédonie. Donc là on voit l'île de Tanna ici, hein. La dernière île de l'archipel est ici, et vers l'est en fait on a déjà des îles polynésiennes. Et voilà l'île de Tanna avec la partie où s'est principalement déroulée l'enquête géographique, ethnographique de Joël Bonnemaison. Alors il faut commencer par dire un mot du paysage au sens géographique traditionnel du terme. Tanna, c'est une île volcanique, de sorte qu'une bonne partie des sols a une fertilité élevée, qui permet des rotations accélérées de cultures, voire des cultures de rente permanente, notamment des cocoteraies, en particulier sur le littoral.
Le paysage typique ressemble à ces terroirs mélanésiens caractéristiques que l'on trouve dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, à savoir les sentiers, les lieux d'habitat, les jardins vivriers sont dispersés dans un environnement marqué de haies arbustives épaisses, entrecoupées de lambeaux de brousses en voie de régénération, d'où jaillissent çà et là de grands arbres, notamment des banians. Autrement dit, un paysage de bocage composé d'îlots de culture et d'habitats insérés dans une forêt de plus en plus grignotée par les activités humaines. Et le nec plus ultra de l'horticulture à Tana, ce sont les jardins d'igname géantes cultivés à des fins principalement de dons cérémoniels par des clans qui sont détenteurs de la magie des jardins et dans des parcelles qui constituent à la fois des prototypes de tous les autres jardins vivriers et en même temps des symboles de la hiérarchie et des équilibres entre les diverses composantes de la société de Tana. Alors, avant de parler des jardins d'Igname, il faut dire un mot de cette organisation sociale particulièrement complexe, en général au Vanuatu et en particulier dans l'île de Tana, en notant d'abord que, comme c'est souvent le cas dans nombre d'économies vivrières de la zone tropicale qui sont fondées sur la polyculture traditionnelle, et c'est tout particulièrement le cas en Mélanésie et en Amazonie, les jardins de Tana sont dimensionnés de telle façon que leur production potentielle dépasse très largement les besoins réels de consommation. Alors, les raisons de cela en sont multiples. J'avais montré pour les Achuar, par exemple, avec des jardins dont la productivité était le double ou le triple des besoins potentiels. D'abord, comme je l'ai montré à propos des Achuar, justement, la grande taille et l'opulence des jardins sont des valeurs en soi, qui expriment la quête de prestige de ceux qui les cultivent et qui expriment aussi une esthétique de la diversité et de l'abondance plutôt que des nécessités strictement utilitaires. Ensuite, et du fait des aléas de l'existence, un jardin peut être amené à subvenir aux besoins d'une population beaucoup plus nombreuse que celle qui était prévue au départ. C'est le cas notamment lorsque des gens viennent chercher refuge chez des parents suite à des conflits ou à des catastrophes naturelles, et ces deux situations qui sont communes à Tana, qui est une île volcanique avec un volcanisme actif, frappée par les cyclones et longtemps traversée par des guerres intestines virulentes. Enfin, et peut-être surtout, les plantes cultivées ne servent pas qu'à nourrir la maisonnée, elles jouent un rôle central dans des cérémonies somptuaires où elles sont soit consommées en abondance par des visiteurs, soit offertes de façon protocolaire à des alliés au cours de fêtes fastueuses. Et cette dernière occasion est encore commune à Tana, était encore commune en tout cas au moment de l'enquête de Joël Bonnemaison, donc le présent ethnographique c'est là aussi des années 70, comme elle l'est encore à l'heure actuelle dans une grande partie de la Mélanésie. Je reviendrai dans un moment sur cette question des échanges cérémoniels. Or, ces grands échanges de nourriture cérémonielle, le maintien d'un certain type d'organisation sociale et la surproduction vivrière sont liés dans une boucle de rétroaction. C'est l'abondance des jardins qui permet les échanges cérémoniels, lesquels renforcent les institutions sociales traditionnelles, ou ce que l'on appelle localement la voie de la coutume, qui est une voie revendiquée par certains
à Tana comme un vecteur politique d'identité mélanésienne et qui est aussi rejeté par d'autres qui n'y voient qu'obscurantisme et inégalité. C'est l'objet d'un très grand débat dans toute la Mélanésie. Alors, en quoi consistent ces institutions ? La genèse mythique des habitants humains et non humains de l'île de Tana relate que l'origine d'à peu près tout procède de pierres, dont certaines sont encore visibles et vénérées. Elles donnèrent naissance, ces pierres, notamment à des clans de fondateurs attachés à des lieux sacrés primordiaux, des clans appelés Yani Niko, j'écrirai tout à l'heure, c'est-à-dire voix de la pirogue, c'est la traduction. Ces clans furent investis de l'autorité politique et chargés de garder et d'entretenir les grandes places de danse qui sont des sites qui sont dans presque tous les hameaux où se déroulent notamment les grandes cérémonies de don d'igname. Puis vinrent les Naotupunu, donc autre groupe social, Naotupunu, qui sont en fait les clans dépositaires de la magie des jardins, idéalement associés au monde féminin et aux nourritures, tandis que les voix de la pirogue sont associées au monde masculin. Un autre mythe, un mythe ultérieur, ou qui se réfère à une période ultérieure, relate la mise à mort d'un géant, Semo, dont le corps morcelé fut reçu en partage par une centaine de groupes locaux répartis dans toute l'île, groupes locaux localement appelés pirogues, et formés, donc Nico, est formé d'un assemblage de clans patrilocaux associés depuis lors à des territoires. Donc l'île tout entière est composée de pirogues, et c'est une métaphore qui est commune dans cette région du monde, la pirogue, pour désigner des groupes de descendants agissant comme une personne morale. Pirogues qui détiennent des droits sur des territoires, certains territoires très étendus, d'autres qui ne dépassent guère une centaine d'hectares. Chacune de ces pirogues est par ailleurs liée à une autre par des alliances qui se concrétisent de façon ostensible dans la cérémonie des dons, et notamment des dons d'igname, mais pas uniquement, cérémonie que l'on appelle le niel. Alors le niel, ça veut dire simplement le tas. Et c'est un empilement de nourriture que l'on offre à ses alliés, lesquels devront rendre plus tard un niel de valeur égale. Donc il ne s'agit pas du tout d'un échange agonistique du type potlatch ou du type du moka des hautes terres de Nouvelle-Guinée, dans lesquels il faut rendre plus que ce que l'on a reçu afin de marquer sa supériorité et, d'une certaine façon, d'humilier son partenaire, mais bien d'une réitération festive de liens entre deux groupes d'alliés. Donc voilà par exemple une photo d'un don cérémoniel d'igname géante. Vous voyez qu'elles sont très grandes, ces tubercules d'igname. Elles sont décorées, attachées. Voilà une autre photo qui montre vraiment le tas, c'est-à-dire l'empilement de ces ignames géantes qui sont régulièrement donnés à des alliés de la pirogue avec lequel on entretient des liens privilégiés. Le niel porte le plus souvent sur un échange de nourriture différente,
Par exemple, on va échanger un niel, un tas donc d'igname, contre un niel de taro, ou de banane, ou de canne à sucre, ou de poisson. Et le groupe qui possède les magies de fécondité des ignames va offrir une récolte d'ignames géantes au groupe qui possède la magie de reproduction des tarots et inversement. Les plantes, on l'a vu, sont décorées, de même que la place de danse du groupe qui reçoit, et la cérémonie d'échange se clôt par des danses qui exaltent la fertilité magique des jardins de l'île, autrement dit l'esthétique, la joie, la fête, l'abondance, la prodigalité sont ici étroitement mêlés dans la célébration des jardins. Alors, aux deux ensembles apparus lors de la première Genèse mythique, les clans Yaniniko, les voix de la pirogue, et gardiens du territoire, et les clans Naotupunu, détenteurs de la magie des jardins, se rajoute un troisième groupe, engendré par une vague plus tardive de héros civilisateurs. Et les descendants de ces ancêtres, aux capacités prodigieuses, sont les gardiens des lieux sacrés où sont réparties des parcelles plus ou moins fortes des pouvoirs que les héros fondateurs, qui sont des espèces de surhommes, y déposèrent, et les descendants de ces ancêtres, donc, perpétuent dans ces lieux des traditions orales secrètes narrant les exploits de ces ancêtres fondateurs. Les lignées de ces descendants sont appelées Iremera, c'est-à-dire au fond seigneurs. C'est un résumé d'une organisation sociale qui est en fait beaucoup plus complexe. Donc, les lignées de ces descendants, Iremera, jouissent d'un prestige considérable et ils forment une sorte d'aristocratie qui est seule habilitée à réaliser certains rituels et à gérer les relations pacifiques entre les pirogues. C'est ce qui conduit Joël Bonnemaison à caractériser les institutions de Tana en reprenant le modèle de la trifonctionnalité indo-européenne proposée par Dumézil, fonction religieuse, fonction guerrière et fonction productrice. Les derniers arrivés, les lignées Iremera, représentent le pouvoir rituel et incarnent l'honneur. Ils contrôlent les rituels d'échange avec l'extérieur. Les clans Yaniniko, les voix de la pirogue, représentent le pouvoir politique et militaire, effectif, mais ils sont subordonnés aux Iremera, dont ils portent la parole et dont ils célèbrent la gloire. Et enfin, dernier clan, les clans Naotupunu, dernier ensemble de clans plutôt, qui détiennent les pouvoirs magiques sur les nourritures et sur le climat. Donc cette division du travail symbolique et rituel n'implique pas pour autant une division sociale du travail entre les trois groupes, comme c'était le cas par exemple au Moyen-Âge européen, tel que l'a décrit Duby. Tous sont des horticulteurs autonomes, chacun cultive, quel que soit leur statut, et il n'existe pas entre eux de disparité de richesse. Elle n'existait pas, elle commence bien sûr maintenant avec la culture de rente, mais à l'origine il n'y en avait pas. Donc le cadre général ainsi posé, revenons maintenant vers les jardins et vers leur magie. À Tana, il existe deux grandes sortes, deux grands types de magie, les magies horticoles et climatiques d'un côté, dont le pouvoir dérive des pierres qui furent les premières occupantes de l'île, et puis les magies diverses qui s'adressent au destin individuel
et collectif, à la santé, à la réussite des entreprises que l'on mène, au bon état des relations sociales, etc. Les premiers types de magie, qui sont celles qui vont nous intéresser ici exclusivement, permettent la reproduction biologique et la bonne croissance des cultures. Elles sont liées à la fécondité de la terre et elles renvoient toutes au clan de magiciens Nao Tupunu. Le travail du magicien Nao Tupunu consiste par excellence à faire pousser l'igname. Dans son propre jardin, qui est un jardin magique, qu'on appelle Nemayassim, donc dans ce jardin magique, il procède à des travaux agricoles que l'ensemble de la communauté reproduit à son tour, le principe étant que le pouvoir de fécondité, de fertilité qu'il active dans son jardin se communique aux autres jardins de la communauté locale. Et donc durant toute la période de croissance de l'igname, soit pendant 8 à 9 mois, le Nao Tupunu est donc astreint à une vie ascétique. Il vit retiré, il vit sans contact avec les femmes, il ne mange que des tubercules rôtis, il est sujet à des visions qui lui permettent d'entrer en contact avec les esprits, et le principal geste rituel qu'il accomplit consiste, peu avant la plantation, à laver les pierres magiques qu'il détient dans une petite pirogue miniature, à les frotter avec les feuilles et les écorces de plantes qui leur sont associées, dont il est seul à connaître l'identité. Ensuite, il va enterrer dans son jardin la petite pirogue contenant les pierres, enveloppées dans les feuilles qu'il a utilisées. Mais en fait, l'efficacité symbolique du magicien vient aussi et peut-être surtout qu'il se comporte en jardinier modèle, que chacun de ces gestes sera ensuite accompli par les autres membres de la communauté. Il est le premier à défricher, il est le premier à préparer le sol, il est le premier à planter, il est le premier à récolter, et donc son jardin magique, son Nemayassim, diffuse ses qualités dans les jardins du groupe local. Donc ce jardin prototypique, le Nemayassim, est à la fois un jardin vivrier, il produit des ignames, donc des comestibles, mais c'est aussi un jardin rituel, puisque en fait la récolte ne sera pas consommée par le magicien, une moitié de la récolte servira au rituel des prémices et le reste sera laissé à la disposition des esprits. Voyons maintenant concrètement ce qu'est un jardin magique d'igname à Tana. J'ai dit il y a un moment que c'est un prototype, c'est-à-dire sur une surface réduite, l'expression parfaite d'un modèle qui est à la fois la mémoire vivante de la pratique horticole et le centre actif de ces principes magiques. La recherche de la beauté, de l'équilibre et de l'harmonie dans la disposition des plants et l'aménagement de leurs tuteurs, je reviendrai là-dessus dans un instant, comme dans la forme et dans la dimension des tubercules, va de pair avec l'exigence de la qualité des produits. Chaque groupe local possède en propre un complexe de cultivars, de variétés, en même temps que les pierres magiques spécifiques qui permettent à ce stock de clones de se développer harmonieusement. Il s'agit donc d'une sorte de patrimoine biomagique qui, grâce à des techniques de culture raffinées et qui sont entretenues à l'identique au fil des générations, puisque,
comme dans toute culture de clones, ce sont les mêmes individus qui sont replantés à chaque saison de culture pour être récoltés à la suivante, qui sont donc transmis génération après génération. Et comme c'est souvent le cas en Mélanésie, les clones sont perçus comme des clans végétaux, qui proviennent tous du même ancêtre original, ce qui fait sens du point de vue biologique, qui est ici une pierre magique appelée capiel. Donc chaque variété locale, et en particulier chaque variété locale d'igname, est soigneusement répertoriée, localisée, hiérarchisée et dotée d'un statut. Alors les ignames occupent le sommet de la hiérarchie des plantes cultivées, et c'est la technique particulière au moyen de laquelle on les cultive qui, comme on va le voir, donne sa physionomie tout à fait singulière au jardin. Les ignames se répartissent eux-mêmes en deux types, les ignames géantes, du type de ceux qu'on voit ici sur la photo, que l'on destine aux échanges et aux relations cérémoniales, et qui sont appelés les ignames des Iremeras, c'est-à-dire les ignames des seigneurs, et puis qui sont cultivés au centre du jardin, ignames auxquels on prodigue les soins les plus attentifs, et puis d'autres ignames de deuxième catégorie, si on peut dire, qui sont appelés les ignames sujets, c'est comme ça qu'on peut le traduire, sous-entendu le sujet des ignames seigneurs. La valeur des ignames décroît proportionnellement à leur éloignement du centre du jardin. Donc les ignames sujets, les ignames du deuxième type, sont cultivés exclusivement pour la consommation locale, tandis que les ignames seigneurs sont cultivés exclusivement pour les échanges cérémoniels, et certains d'entre eux, il y a une variété qu'on appelle nous dans le centre de l'île, qui peut, comme on peut le voir ici, atteindre plus de 2 mètres de long. Enfin, le tubercule peut atteindre plus de 2 mètres de long. Donc, les ignames sujets sont appréciés non pas pour leur taille, ils sont appréciés, à la différence des ignames seigneurs, ils sont appréciés du point de vue de leur caractère prolifique, disons. Et on a exactement le même principe de classification et de hiérarchisation pour les tarots. Alors, les ignames sont cultivés selon un système de buts dont il faut dire un mot, car il contribue à donner au jardin sa physionomie tout à fait particulière. Il faut souligner d'abord que il y a une dimension adaptative à la culture sur but. C'est une adaptation à une contrainte pédologique locale. À Tana, en effet, les meilleurs sols de culture pour les ignames sont les sols bruns humifères des pentes basses et des pentes moyennes qui reposent sur un horizon rouge qui est beaucoup moins fertile. Donc l'horticulture sur but, on reviendra sur le détail technique dans un moment, a pour objectif de n'utiliser pour la croissance du tubercule que l'horizon superficiel, le plus fertile, auquel on va ajouter du compost mélangé à des cendres. Donc pour ce faire, les horticulteurs vont creuser un trou profond d'1 ou 2 mètres, relativement large, et dans ce trou, ils vont remettre de la terre et ils vont remettre de l'humus friable, raclé en superficie aussi tout autour du trou, et mélangé à des cendres de végétaux, en particulier à des cendres de roseaux. Et dans la profondeur du trou, s'il s'agit d'un jardin magique, d'un émaïasim, le magicien va enterrer des cendres de feuilles de plantes magiques. Et puis sur le sommet de la butte, qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut, un petit monticule est aménagé, et le diamètre de cette butte atteint 2,5 mètres à 3 mètres au sol,
Et l'igname de semence va être introduit latéralement sous la tête de la butte, tandis qu'un morceau de cette semence est laissé à l'extérieur et sera retiré plus tard. Plusieurs tubercules vont se développer dans l'axe du trou, et pour obtenir l'igname de qualité souhaitée, c'est-à-dire une igname soit ordinaire, soit une igname géante, on va sélectionner les pousses de façon à n'en laisser se développer que 2 ou 3, ou parfois une seule, si l'on veut obtenir une igname des seigneurs. Donc le calibre du trou va modeler, ou moduler même, la croissance du tubercule et déterminer sa taille. Voilà un schéma d'une butte. Donc on voit ici, on plante l'igname latéralement comme ça et on laisse se développer la liane qui ressort à l'extérieur. Et cette liane est elle-même conduite sur une architecture de roseaux, dont je vais dire un mot dans un instant, qui est orientée vers le haut. Donc, une fois qu'on a mis l'igname en terre, il faut guider cette liane de l'igname le long d'un réseau complexe de tuteurs. Pour chaque liane d'igname, on va donc préparer une sorte de lit de perche qui s'appelle un nepian hang, étiré en longueur, sur lequel la tige va croître selon une direction, donc légèrement inclinée vers le haut. Et le lit repose sur un bâti vertical, léger, fait de roseaux croisés, sur lequel une longue tige horizontale est nouée à chaque croisement. Et la longueur de ce bâti horizontal peut atteindre, selon les ignames, entre 4 et 8 mètres de long. Donc c'est une sorte de bras qui sort de la butte. Voici des photos de ce que ça donne. Donc ça, c'est le début de ce bras qui est en cours de confection par un cultivateur. Et voici une image qui est plus parlante sans doute, où on voit donc le réseau des tuteurs et la liane qui est conduite sur ce réseau, la butte étant effectivement ici. Le bâti est indispensable sur le plan technique, puisque de la longueur et de la stabilité des tuteurs va dépendre la bonne croissance et la qualité future de l'igname. Donc peu de temps après la plantation, le jardin présente une allure étrange et à vrai dire assez peu végétale, sur un sol parfaitement désherbé, et qu'il restera pendant toute la période d'utilisation du jardin, c'est un impératif absolu, le sol doit être complètement désherbé. Une série d'énormes buttes se voit prolongée par des longues et fragiles passerelles de roseaux projetant vers l'extérieur du jardin leurs longs alignements parallèles. Comme l'écrit Joël Bonnemaison, je le cite, chaque butte s'appelle tau, chaque butte est en elle-même un micro-jardin artificiellement recréé. Et sous la tête de la butte, les ignames seigneurs, c'est-à-dire les ignames qui sont destinés aux cérémonies et aux échanges, occupent l'espace central et sur la périphérie sont introduites, sur la périphérie de chacune de ces grandes buttes, sont introduites des petites ignames de bordure, c'est-à-dire les ignames sujets destinés à la consommation, ou parfois aussi des clones d'origine étrangère au terroir. Donc lorsque les buttes commencent à être couvertes de lianes d'igname, on plante entre chaque butte les plants de cava. Cava, c'est le pipère
metisticum, dont le rhizome sert à faire une boisson qui est consommée de façon cérémonielle au Vanuatu, notamment dans les réunions sur les places de danse que j'évoquais à l'instant. Et en bordure du jardin sont disposés des rideaux de bananiers, souvent intercalés avec des ignames sauvages. Dans les parties de l'île qui sont situées à une altitude supérieure à 400 mètres, c'est le taro qui remplace l'igname dans les jardins, à la fois comme plante cérémonielle et comme plante vivrière. Et la méthode de culture est analogue à celle de l'igname, mais disons moins raffinée. Les taros cérémoniels sont également plantés au centre du jardin, dans des trous qui sont creusés à l'épieu ou au bâton à fouir, à une profondeur équivalente à ce qui sera la taille maximum du tubercule, soit entre 30 et 40 cm, et dont la croissance va donc peu à peu combler la cavité, stimulée par des apports réguliers d'humus dans le trou. Et tout comme l'igname cérémoniel, le taro cérémoniel fait l'objet de magie de fécondité. Enfin, les taros de consommation courante sont plantés à la périphérie, à l'instar des ignames de consommation courante qui sont plantés à la périphérie des grandes buttes cérémonielles dans les jardins d'igname. Alors, si l'on examine la façon dont les jardins d'igname ou de taro sont organisés, on constate que les plantes sont disposées non pas du tout selon le modèle amazonien que nous avons longuement vu de complantation, c'est-à-dire avec un mélange d'un très grand nombre d'espèces réparties dans le jardin, mais selon un modèle hiérarchique qui est analogue à celui de la hiérarchie symbolique entre les humains. Et on peut voir cela dans un plan de jardin. Alors, ce n'est pas très clair, mais j'ai accentué les... Donc, le jardin le plus important qui nous concerne ici, c'est le numéro 1, le jardin de Nemissa, qui est un jardin magique. Et vous avez donc ici la principale butte cérémonielle, avec le lit, le tuteur qui le prolonge, entouré d'une série de petites buttes dans lesquelles sont cultivés aussi des ignames cérémoniels, et puis des cultures secondaires, du taro, il y avait du taro ici réparti tout autour, du maïs ici en rangée, du manioc ici, de la canne à sucre, etc. Donc, on voit ici dans ce jardin cette butte géante cérémonielle pour l'igname, environnée d'un ensemble de buttes traditionnelles, elles-mêmes environnées de toutes petites buttes qui sont ici, on le distingue assez mal malheureusement, ici dans le jardin d'à côté, il y a des buttes encore plus petites, et de même qu'ici, de plantes cava, de plantes bananiers, tandis que toutes les cultures secondaires sont repoussées à la périphérie. Or, cette disposition hiérarchique reproduit la disposition hiérarchique des humains dans la place de danse. Voilà une image d'une place de danse. C'est celle de l'Enara Uya, qui est une place de danse qui est au centre de l'île de Tanna, qui appartient à la pirogue dite Rakatne, qui est un groupe territorial composé de 2 fratries principales. Et lorsque les hommes de cette pirogue se réunissent quelquefois presque tous les jours, sur leur place de danse, le seigneur Iremura de rang le plus élevé se tient au centre. C'est le numéro 1 ici, entouré de rouge. Légèrement en retrait se tiennent les 2 chefs politiques Yani Niko, donc les voix de la pirogue, qui sont ses porte-paroles et qui représentent les 2 fratries de cette pirogue,
la fratrie du Nord étant située, le représentant de la fratrie du Nord situé au Nord, le représentant de la fratrie du Sud situé au Sud. Encore plus en arrière se tiennent des seigneurs Iréméra de rang inférieur, on les voit ici, hein, avec les cercles bleus, eux-mêmes flanqués, je n'en ai mis qu'un, de leur voix de la pirogue, c'est-à-dire de leur porte-parole politique, ici en 8. Et enfin, en cercle autour de la place de danse, le plus souvent sur des bas-côtés herbeux, assis sur leurs talons, on a le reste des hommes, c'est-à-dire à la fois les magiciens des clans Naotupunu et les hommes des groupes Iréméra et Yaninako, mais qui n'en possèdent pas le titre. Donc retournons maintenant au plan de jardin. On voit que dans les jardins de la coutume, les plans et les clans d'Ignam sont disposés de façon à respecter une hiérarchie analogue à celle de la place de danse. Non seulement les clones sont hiérarchisés selon leur finalité rituelle ou vivrière, ceux qui ont la finalité rituelle étant évidemment classés au-dessus, mais l'ensemble des clones cérémoniels est lui-même ordonné selon une échelle de prestige depuis le centre vers la périphérie. Au centre du jardin, donc, on a cette butte géante qui se subordonne tous les autres buttes, à l'instar du seigneur Iréméra trônant au centre de la place de danse. Non seulement la butte centrale est considérablement plus grande que les autres buttes, mais c'est aussi par elle que commencent toutes les opérations horticoles dans le jardin, dont elle constitue à la fois la matrice et le prototype. Cœur du jardin et lieu de développement maximal de toutes ces virtualités, la butte peut prendre des dimensions quasiment fantastiques, qui n'ont plus aucune justification agronomique. C'est le cas dans ce jardin de Némissa, ici, hein, avec cette butte centrale. Le jardin en lui-même a des dimensions modestes, il fait 345 mètres carrés, il contient 12 buttes d'igname cérémonielles, mais la butte géante représente un véritable édifice circulaire de 6 mètres de diamètre à la base et d'une hauteur supérieure à 2 mètres. Donc la butte forme une sorte de jardin surélevé, autonome, qui contient, outre l'igname géante, en son centre, l'assortiment à sa périphérie de toutes les variétés d'igname cultivées par un groupe local. Et tout autour, les buttes normales, disons, forment comme une couronne d'honneur, s'écartant largement les unes des autres pour laisser l'espace suffisant au développement de cette architecture gracile des tuteurs de roseaux traversant le jardin comme autant de ponts surplombant des collines miniatures. Ces buttes géantes ont maintenant disparu, semble-t-il, mais elles étaient particulièrement caractéristiques jusque dans les années 70 des jardins Nemayassim, les jardins enchantés, pour reprendre une formule de Joël Bonnemaison, les jardins des magiciens, où elles servaient aux magies horticoles et irradiaient ainsi leur fécondité dans les jardins profanes voisins qui en étaient comme des versions réduites. Alors il y a bien ici un processus de transfiguration in situ. Les tubercules formant une société segmentaire, sui generis, l'horticulture permet ainsi de figurer dans les jardins un ordre parallèle à celui des humains, avec ses hiérarchies, avec ses privilèges et avec ses complémentarités. Tout comme les humains, en effet, les clones ont leur mythe d'arrivée, ont leur territoire, ont leur lieu
de fondation, ont leur pierre magique, ont leur hiérarchie, de sorte qu'en édifiant des jardins, les gens de Tana rendent possible, sous leur contrôle, le développement de ce collectif végétal qui est comme un écho du collectif humain, et dont ils ont d'ailleurs besoin pour créer du lien social, puisque ce sont pour l'essentiel les jardins qui fournissent la matière des échanges cérémoniels entre les pirogues. Donc, dans ce travail de figuration d'une société végétale, la dimension esthétique n'est pas absente, on s'en doute. La rotondité parfaite des buts, l'échafaudage élégant des tuteurs, conduisant vers le ciel des lianes serpentines, les larges feuilles de taro qui bordent les buts, le sol brun foncé et sablonneux parfaitement désherbé, tous ces contrastes de formes, de couleurs, de mouvements, avec le dynamisme qu'introduisent les tuteurs, constituent autant d'effets activement recherchés afin que le jardin paraisse le plus densément construit, le mieux maîtrisé, au fond, le témoignage ostensible de la virtuosité technique et des capacités magiques de celui qui le cultive. Et de ce point de vue, l'émulation est d'ailleurs constante entre les meilleurs jardiniers et le temps que ces derniers consacrent à leur jardin est sans commune mesure avec les bénéfices alimentaires qu'ils en retirent. Enfin, c'est probablement une constante du jardinage. Bref, les jardins magiques de Tana sont bien des paysages, représentation de l'organisation segmentaire de l'île, en même temps que prototypes auxquels les jardins de coutume doivent se conformer. S'ils veulent profiter de la fertilité qu'ils activent, ce sont des modèles paysagers pour les autres jardins et des représentations iconiques de la nécessaire complémentarité de statuts sociaux différenciés. Je voudrais terminer cette brève incursion dans les jardins vivriers mélanésiens en disant quelques mots d'une autre façon encore pour un jardin de représenter iconiquement une réalité différente de sa matérialité organique ou de sa fonction nourricière. Non pas en figurant un environnement, une divinité ou une institution, mais en rendant visible, de façon ostensible, une ou plusieurs dispositions humaines. Et je prendrai pour cela l'exemple des Mahenge de Nouvelle-Bretagne, dont les jardins ont été fort bien décrits par un couple d'ethnologues, Mahenge, qui sont Michel et Françoise Panoff. J'ai mis les références dans la bibliographie au début. Michel Panoff écrit un article sur les jardins Mahenge qui s'appelle « Énergie et vertu, le travail et ses représentations dans l'homme » de 1977, et Françoise Panoff dans un article qui s'intitule « Some Facets of Mahenge Horticulture », publié dans Oceania en 1969. Alors, la Nouvelle-Bretagne, c'est une grande île donc, de l'archipel Bismarck, qui est immédiatement au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On voit ici. Hein. Donc c'est là. Et on était à Tana, ici, donc auparavant, au sud du Vanuatu. Les Mahenge forment une population d'environ 5000 personnes sur la côte sud de la Nouvelle-Bretagne. Et le présent ethnographique est ici aussi la fin des années 60, c'est-à-dire une époque où l'horticulture vivrière continuait à jouer un rôle économique central en Nouvelle-Bretagne. Alors, certes, les produits de la pêche, puisque c'est une population côtière, et les produits de la cueillette ne sont pas complètement absents
de l'alimentation des Maengue, mais leur part est marginale, de même que le temps consacré à ces activités par rapport à l'horticulture sur brûlis et principalement à la production de taro. L'abattage des arbres dans les jardins, donc on est encore dans un système de polyculture tropicale, des sertages d'horticulture sur brûlis, l'abattage des arbres dans le futur jardin, la mise à feu et l'érection de barrières de protection contre les cochons qui divaguent sont des tâches masculines, tandis que la mise en terre des plants, le désherbage et la récolte sont des tâches féminines. Or, cette dichotomie, division sexuelle du travail, ne correspond nullement à deux visions contrastées des travaux horticoles, car les qualités requises pour l'horticulture, selon les Maengue, sont autres et elles sont communes aux deux sexes. En effet, ce qui importe en réalité dans les travaux horticoles et ce qui sert à départager sans conteste les divers candidats à l'estime de leurs voisins, eh bien, ce sont ensemble la réussite esthétique et la prévoyance, qui sont deux qualités en apparence, pour nous en tout cas, incompatibles, puisque nous avons tendance à distinguer entre les jardins d'agrément, domaine de l'esthétique, et la culture, qui serait le domaine de l'économie, alors que de fait, les deux qualités sont étroitement mêlées pour les Maengue. Je cite Michel Panoff, la beauté du coup d'œil à l'entrée du jardin, la bonne ordonnance des espaces plantés, la propreté du sol, le désherbage joue un rôle très important, on l'a vu aussi en Amazonie, qui va bien au-delà des nécessités techniques. La bonne odeur qui doit accueillir le visiteur, et enfin cette subtile harmonie de couleurs que composent les feuillages des différentes variétés de cordyline, de taro et de canne à sucre. Tels sont les éléments d'appréciation qui décideront d'une réputation dans l'esprit des villageois. Donc, pour peu qu'ils soient attentifs et sans préjugés, tout observateur accidentel en conclura que le jardin Maengue est, selon la formule de Françoise Panoff, une œuvre d'art au sens propre. Mais ce qui est perçu comme une réussite esthétique par les Maengue comme par ceux qui les visitent, c'est aussi la manifestation de qualités morales moins visibles. En premier lieu, parce que dans la langue Maengue, comme dans bien d'autres, c'est un même terme, P, qui dénote le beau et le bon. Mais aussi parce que réalité sensible et réalité morale sont unies par un étroit réseau de correspondance. Ainsi, par exemple, en est-il des odeurs agréables qui figurent au nombre des facteurs assurant la réussite d'un jardin. D'abord, les exhalaisons de différentes espèces aromatiques qui sont plantées au milieu des espèces vivrières pour parfumer le jardin et parce qu'elles ont un rôle magique aussi, décoratif et magique. C'est une bonne odeur, au fond, pour les Maengue, ou une odeur réputée telle, pour eux en tout cas, c'est un signe de fertilité. Tandis que un jardin épuisé, par exemple, par une trop longue exploitation, ou une terre laissée trop peu de temps en jachère, sont réputés avoir une mauvaise odeur. Or, ces qualités ne sont pas imputées à la terre dans le contexte de formules magiques ésotériques, mais bien dans les commentaires les plus ordinaires que les Maengue échangent à propos de tel ou tel jardin. Tel jardin sent bon, tel autre jardin ne sent pas bon. Donc l'odeur agréable, elle est aussi la preuve de la santé et de la pureté, puisque l'on dit que
les malades sentent mauvais, tandis qu'à l'inverse, les adolescents qui viennent d'être régénérés par les rites de passage sont décrits comme lavés de toute souillure et ayant désormais une bonne odeur. Enfin, les sorciers sont réputés laisser derrière eux une mauvaise odeur, une puanteur, et c'est aussi la puanteur qui caractérise les esprits maléfiques dont les Maengués se disent entourés. Or, cette fertilité du sol que signale une bonne odeur, elle n'est pas donnée. Il faut la promouvoir. Et une fois obtenue, il faut la garder. Ce qui exige de mener à bien sur le jardin des opérations magiques et techniques bien coordonnées. Il en va de même pour les autres qualités esthétiques reconnues qui concourent à faire du jardin une œuvre d'art, telles l'ordonnancement des espaces plantés, l'équilibre des pores et des volumes entre les différentes espèces, l'harmonie dans les couleurs des feuillages. Donc la beauté est ici, au premier chef, l'effet d'une savante disposition des variétés dans l'espace du jardin. Bien que les Maengués cultivent rarement plus d'une quinzaine d'espèces de plantes, ils mettent un point d'honneur à gérer un très grand nombre de variétés. 129 au total pour le taro. Par exemple, une femme peut cultiver jusqu'à une quarantaine de variétés différentes de taro dans sa parcelle. Et François Spanov souligne à ce propos un trait qu'on a déjà observé à plusieurs reprises ici dans les jardins de polyculture tropicale. Acquérir une nouvelle variété de taro ou de canne à sucre ou de banane représente une importante source de satisfaction car cela consiste à ajouter une pièce rare à une collection. Et la diversité des plantes est recherchée en soi et bien au-delà de toute nécessité pratique comme une dimension du plaisir esthétique que suscite la complétude d'un jardin et comme un motif de fierté pour savoir faire pousser une riche palette de plantes. Et les Maengués organisent leur jardin de façon à ce que les caractéristiques de ces variétés soient visibles de façon ostensible. Les jardins donc ont la forme d'un grand rectangle, c'est un jardin collectif, subdivisé en 4 parties, chaque partie étant elle-même divisée en bandes allouées à des cultivatrices individuelles. Et dans chacun de ces blocs sont disposés des petits monticules de cendres qui sont le résultat du brûlis initial entretenu par apport de combustible. Et ces monticules forment les sites de plantation des variétés les plus prestigieuses de taro, les autres variétés étant plantées, là aussi, en ordre décroissant à mesure qu'on s'éloigne de ces buts, de ces monticules, donc selon un système qui évoque tout à fait la hiérarchie des buts de plantation à Tana. Donc de la sorte, pour un observateur averti, un jardin, et là je cite Michel Panoff, un jardin n'apparaît pas comme un champ uniforme, il est polycentré et ordonné de telle façon qu'il rend ostensible la hiérarchie des variétés de taro. Bref, c'est encore une micro-société végétale, joliment ordonnée, plaisante à la vue, que les femmes Maengués ont à cœur d'exhiber, et cette exhibition est en même temps un témoignage de leur capacité d'entretenir des bonnes relations avec les esprits qui sont responsables de la fertilité des jardins. Comme l'écrit François Spanov, je la cite, « Le plaisir esthétique autant que la délectation intellectuelle sont 2 facteurs importants des activités de jardinage. » Alors, si l'on admet que les jardins vivriers peuvent être qualifiés de paysages lorsqu'ils opèrent une transfiguration in situ, de quoi alors les jardins Maengués sont-ils le signe iconique?
Ils le sont d'un ensemble de dispositions humaines qu'ils figurent avec plus ou moins d'intensité selon le degré auquel les créateurs du jardin les possèdent. Alors il s'agit d'un mélange de connaissances techniques, de tours de main, de capacités magiques, d'ardeur au travail, de sens du beau, tel qu'il est défini localement, et de goût quasi muséographique pour les collections végétales. Bref, une sorte de vertu industrieuse orientée vers la pratique horticole et que celle-ci rend visible pour tous. Et si le jardin représente adéquatement ces qualités morales, c'est parce que tout le monde, chez les Maenge, sait en déchiffrer les signes. Il n'y a là nul savoir ésotérique, il n'y a là nul symbolisme complexe à interpréter. Chacun voit immédiatement dans le jardin des voisins le paysage intérieur qu'il représente. Alors, un dernier mot à présent, l'heure avance, pour esquisser une conclusion plus générale. L'objectif de ce périple que nous avons accompli en commun dans les jardins vivriers était d'explorer une forme particulière de mise en paysage que j'ai appelée la transfiguration in situ, c'est-à-dire ce processus d'aménagement du relief et de la végétation d'un site au terme duquel celui-ci devient un signe iconique d'une réalité différente de celle dont il est la réalisation matérielle. Processus dont les civilisations paysagères fournissent une illustration exemplaire avec les jardins d'agrément. Là où ces jardins d'agrément n'existent pas, peut-on trouver, c'était mon hypothèse, dans les jardins vivriers des témoignages de transfiguration in situ qui indiqueraient l'existence de schèmes paysagers opérant dans des collectifs qui ne sont pas habituellement classés dans le club très fermé des civilisations paysagères. Et donc les quelques exemples de jardins vivriers tropicaux examinés lors des leçons précédentes, ces exemples ont montré que la question était pertinente et que la réponse était positive. Dans tous les cas, en effet, et par-delà les fonctions nourricières du jardin, le jardin figure aussi très concrètement dans son architecture, dans la disposition des plantes qui le composent, l'image de réalités très diverses que les créateurs des jardins ont voulu représenter et que chacun est en mesure de reconnaître comme tel. Chacun, évidemment, familier de la culture au sein de laquelle ces jardins ont été réalisés. Alors, si on synthétise les différents types de transfiguration réalisés par les jardins vivriers que nous avons examinés, on s'aperçoit qu'ils tombent dans des catégories très diverses. Le jardin comme icône d'un type d'environnement, chez les Hatchoirs, la forêt, le jardin est une transfiguration de la forêt. Le jardin comme icône du corps d'une personne, chez les Mirania. Le jardin comme icône du monde, puisqu'il figure une maison qui elle-même figure le cosmos. Le jardin comme icône d'une institution, Atana, c'est-à-dire comme écho d'un système d'organisation sociale. Et enfin, le jardin comme icône d'un complexe de dispositions humaines chez les Maenge. À dire vrai, tous ces types de transfiguration sont très communs dans les jardins d'agrément. Et j'ai eu l'occasion de le montrer, même rapidement, dans les premières leçons. Ce qui est surprenant au terme de cette enquête, c'est de les voir aussi présents, et de façon si explicite, dans les jardins de subsistance de sociétés ordinairement regardées comme dépourvues de sensibilité paysagère. Donc je poursuivrai cette enquête l'année prochaine
afin de voir si cette palette de transfiguration in situ peut être complétée, notamment en y introduisant la question des observatoires que je voulais traiter cette année et que je n'ai pas eu le temps de traiter, et avant de passer à une autre question, qui est la question que j'avais annoncée aussi, mais comme faisant partie du programme de l'année prochaine, la question de l'élargissement de la transfiguration non plus in situ mais in visu, au-delà de la peinture de paysage, au-delà de la représentation en 2 dimensions, à travers toutes ces formes de miniaturisation iconique en 3 dimensions qui sont communes dans beaucoup de régions du monde et qui jusqu'à présent n'ont pas du tout été abordées comme des formes de figuration paysagère. Voilà, merci pour votre fidélité.